encore quelques secondes pour commencer le webinaire, le temps que tous puissent se connecter, mais vous êtes au bon endroit. Alors, on va commencer. Bonjour et bienvenue à ce webinaire « Nourrir les aspirations scolaires et soutenir la persévérance aux études supérieures ». L'activité d'aujourd'hui est organisée par le CAPRES, le Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Le CAPRES est un organisme créé en 2002 qui agit au regard des questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire au collégial et à l'université. Voici quelques informations techniques pour le bon déroulement du webinaire. Donc, comme on est en mode webinaire Zoom, il est normal que votre micro et caméra soient désactivés. On vous invite donc à utiliser l'outil QR qui se trouve au bas de votre page Zoom pour poser vos questions aux conférenciers et l'outil de clavardage pour échanger de l'information. Sachez que le webinaire sera enregistré, l'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation sur le site du CAPRES. Alors, je vous présente les panélistes de ce webinaire d'aujourd'hui. D'abord, Sophie Duchesne, adjointe à la vice-présidente à l'enseignement et à la recherche au siège social de l'Université du Québec. Linda Lavoie, conseillère en service aux étudiants à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et co-responsable de l'équipe de l'Abitibi-Témiscamingue. Anne Gauthier, conseillère pédagogique à la direction des études au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et co-responsable de l'équipe avec Linda Lavoie, de l'équipe donc de l'Abitibi-Témiscamingue. Chanoussa Aubin-Horte est professionnelle de recherche à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est aussi chargée de projet du projet Interhomme, et responsable de l'équipe du Bas-Saint-Laurent. Enfin, Pascal Lévesque est professionnel en intervention au Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, le CREPA, et il est responsable de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je laisse tout de suite la parole à Sophie Duchesne pour sa présentation. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Karine, tu peux peut-être mettre la première diapositive? Super, merci. Donc, moi, j'ai la petite responsabilité de vous faire un petit contexte du projet Interordre sur l'accès à la persévérance scolaire. Donc, le contexte et la problématique. Tout d'abord, c'est un projet qui est soutenu par le secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec et l'Université du Québec et qui regroupe plusieurs partenaires qu'on va vous présenter là, dans les prochaines diapositives. C'est un projet qui, comment je pourrais dire, la problématique, on peut passer à la prochaine diapo, Karine. La problématique de ce projet-là, on s'intéresse vraiment à la question de l'inéquité d'accès à la poursuite et à la réussite des études supérieures, notamment les enjeux pour certains groupes qui sont sous-représentés aux études supérieures. Donc, on parle ici des élèves issus de milieux à plus faible capital scolaire et socio-économique, dont les familles qui n'ont pas poursuivi d'études au-delà du secondaire, les familles à faible revenu, les familles monoparentales, les personnes habitant dans des régions rurales éloignées et celles d'origine autochtone. On sait que le capital scolaire, on sait que le faible capital scolaire et socio-économique de la famille n'est pas le seul facteur de risque à l'accès et la poursuite d'études supérieures. Par contre, c'est un facteur qui est commun à plusieurs groupes. Donc, c'est pourquoi on s'y intéresse plus particulièrement. Je suis désolée pour le téléphone qui sonne, c'est la réalité du télétravail.
Le deuxième objet sur lequel on se concentre dans le cadre de ce projet-là, c'est la question du cumul de risques et de vulnérabilité qui est plus présent chez les jeunes issus de ces milieux à faible capital scolaire et social, et également aux qualités inégales du soutien aux transitions scolaires interordres. Donc, la recherche nous apprend que la qualité des différentes transitions vécues tout au long du parcours d'un jeune, c'est un moteur de persévérance et de réussite scolaire, et que même la réussite de la première transition là, du préscolaire et primaire est déterminante pour le développement de la confiance et de la persévérance dans les prochaines étapes du cheminement. Donc, puisque les transitions sont des conditions favorables à la persévérance et à la poursuite des études, l'insuffisance du soutien est beaucoup plus problématique pour les jeunes qui cumulent des facteurs de risque, donc, et qui ont généralement vécu des transitions peut-être plus difficiles. Ça, c'est la problématique générale. Il y a des nouvelles réalités qui aggravent ces facteurs de risque et qui peuvent contribuer à renforcer ces inéquités d'accès. Donc, la question de la segmentation des parcours, des parcours scolaires au secondaire, aussi la présence de plus en plus importante de l'usage du numérique en éducation et également la situation de pandémie, c'est des éléments qui, on peut dire, peuvent aggraver les vulnérabilités et les risques auprès de ces groupes. Donc, le projet a commencé en 2014. La première phase s'est déroulée de 2014 à 2017. Elle était soutenue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'était une phase vraiment qui visait à développer surtout des connaissances et commencer à expérimenter des interventions auprès des étudiants de première génération. Donc, la phase 1 était vraiment concentrée sur les étudiants issus de milieux, issus de familles non scolarisées. Ensuite, la phase 2, qui se déroule à l'heure actuelle, s'est concentrée davantage sur le développement d'outils d'intervention. Et c'est les résultats de cette phase-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on envisage la réalisation d'une troisième phase qui va davantage se concentrer sur la mise en place de pratiques institutionnelles de collaboration interordre, un projet qu'on appelle Parcours réussi vers les études supérieures, un défi interordre. Donc, qui va se concentrer sur des mesures institutionnelles qui peuvent améliorer la qualité des transitions. C'est un projet qui est en cours d'élaboration et de discussion et qu'on souhaiterait également discuter avec vous, là, possiblement dans le cadre d'un prochain webinaire en début d'année 2021. La communauté du projet, le projet est porté par une communauté interordre et interrégionale. Pour le Bas-Saint-Laurent, il y a l'Université du Québec à Rimouski, le Cégep de Rimouski, Cosmos Bas-Saint-Laurent, Technosciences Est du Québec, qui sont les porteurs des initiatives pour cette région-là. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a l'Université du Québec à Chicoutimi, Cégep de Jonquière, de Chicoutimi, de Saint-Félicien, le Collège d'Alma. Il y a le CREPA également, les 4 commissions scolaires de la région et le Conseil régional des familles. Et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont les principaux porteurs de l'initiative pour cette région-là. L'Université du Québec soutient le projet plus en matière de coordination et de développement aussi de l'appui aux travaux de recherche et d'analyse. Et comme je le disais tout à l'heure, le financement provient du Secrétariat à la jeunesse et également du FODAR de l'Université du Québec en collaboration avec des contributions également des partenaires des régions. La première phase qu'on a élaborée de 2014 à 2017 et qui visait à développer surtout des connaissances et des expérimentations, l'ensemble des résultats de cette phase-là sont disponibles sur le site du CAPRES. On est en train de le remanier, donc ça se peut que tous les outils ne soient pas accessibles. Mais principalement, on a développé un portrait socio-éducationnel sur les étudiants de première génération
qui comprend un portrait écrit, mais également une capsule aussi vidéo et des rapports détaillés. Ensuite, on a des fiches qui présentent différentes expérimentations qui ont eu lieu durant le projet. On présente également un guide de référence en faveur de l'accès et de la persévérance aux études supérieures pour les étudiants de première génération et différentes activités de diffusion là, qui ont été réalisées, des webinaires sont encore sur le site du CAPRES, des capsules, des ateliers, des conférences. La phase 2 qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'intitule « Nourrir les aspirations scolaires et la persévérance aux études supérieures », diversifier l'accompagnement offert aux élèves et aux étudiants vulnérables. C'est une phase qui se déroule depuis 2017, qui va se terminer en mars 2021. Les principaux livrables, les principaux outils d'intervention qui sont développés dans le cadre de cette phase-là sont présentés ici. Donc, il va y avoir des guides, des capsules, des formations pour agir efficacement à titre de modèle signifiant, une trousse d'implantation d'un programme interordre de mentorat, des stratégies, des outils d'accompagnement des élèves et de leurs parents dans la préparation d'une transition, une application mobile aussi pour soutenir les jeunes en processus de transition et un guide d'implantation de référentiel d'accompagnement au projet d'études pour le collège et l'université. Donc, je vais donner la parole aux principaux porteurs de cette belle initiative qui ont les deux pieds sur le terrain puis qui vont pouvoir vous présenter là, les projets, les résultats et les outils qui ont été développés. Linda, on ne t'entend pas. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant ça marche. Merci. Alors, je vous disais bonjour et aussi bienvenue en Abitibi-Témiscamingue. Alors, ma collègue et moi, Anne Gauthier, nous allons vous faire une très courte présentation sur notre implication dans la phase 2. Parce que pour nous, la phase 2 s'est traduite plutôt par une mise en œuvre et une documentation là, de nos expérimentations dans la phase 1. Alors, les retombées de notre implication dans le projet Interordre tournent beaucoup autour d'une collaboration cégep et université avec plusieurs expérimentations, mais je vous dirais une des plus belles retombées est cette collaboration que nous avons développée entre le cégep et l'université. Malgré que nous ayons seulement un cégep dans notre région et que nous sommes liés par une passerelle physiquement, il a fallu mettre en commun nos compréhensions et nos réalités parce que nous avons des défis vraiment différents. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, cette collaboration-là, elle est acquise et elle est surtout très motivante dans la poursuite du projet. Alors, dans la phase 1, nous avons mis beaucoup d'énergie à valoriser les études supérieures et à reconnaître les besoins de soutien des étudiants de première génération et aussi à reconnaître les étudiants issus de familles à capital scolaire et social. Valoriser l'accès aux études supérieures peut paraître un défi simple, mais pour une région comme la nôtre, une région de ressources où les possibilités d'emploi dans le secteur minier et forestier offrent de très, très bons salaires. Je pourrais vous donner comme exemple, il est facile pour une personne avec un diplôme d'études secondaires d'obtenir un salaire de 100 000 $ par année. Alors, vous comprendrez que les études supérieures deviennent un peu moins attrayantes face à une offre aussi attrayante dans le secteur forestier minier. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est investi à valoriser l'accès aux études supérieures. La deuxième raison est aussi l'offre de formation en études supérieures dans la région. Elle est très jeune. On parle de 50 ans pour le cégep et 40 ans pour l'université. C'est jeune. On parle à peine de 4 à 5 générations qui ont précédé nos étudiants actuels. Alors, on s'est investi à travailler autour d'une campagne de valorisation
des études supérieures et de l'accès aux études supérieures qui tournait autour du thème des études supérieures, j'y crois. Cette campagne de valorisation s'adressait aux adultes et jeunes adultes désireux d'accéder au diplôme d'études supérieures, mais également à la population régionale. On s'adressait aux parents, aux employeurs, aux amis qui peuvent être des acteurs importants dans le soutien d'une personne qui décide de poursuivre des études postsecondaires. Alors, on a eu des affiches qui ont été placardées partout en région, dans différents milieux où on pouvait rejoindre les parents ou même les étudiants potentiels. Et aussi, un vidéo qui a été présenté à plusieurs reprises et c'est très court. J'ai choisi de vous le présenter parce qu'il résume assez bien l'impact de notre campagne de valorisation. Alors, je vous le présente à l'instant. Alors, vous voyez, excusez-moi, j'essaie de... Alors, vive... Pascal, tu vas... OK. Alors, ce qu'on retient du vidéo, c'est le mot fierté. Autant fierté de l'étudiant qui est engagé dans un projet d'études, et même sa famille. Alors, les gens sont très fiers de poursuivre des études, mais la famille aussi est très fière de voir que son enfant ou son adulte poursuit des études supérieures. Et ça nous a permis de développer une signature autour de la DEPG qui disait ceci: la fierté de faire la différence. Les étudiants avec qui on a travaillé beaucoup sur le projet nous disaient souvent: je suis tellement fière d'être à l'université, d'être au cégep, je suis tellement fière de faire la différence dans ma famille, auprès de mes enfants, mais aussi tellement fière de faire la différence, de pouvoir faire la différence dans la communauté. Et on s'est servi de ce leitmotiv pour justement faire reconnaître les étudiants de première génération dans nos milieux et également que les étudiants de première génération se reconnaissent. Parce que vous devez savoir qu'en 2014, lorsqu'on abordait le sujet des EPG, on était souvent obligé d'expliquer le concept. Les gens ne se reconnaissaient pas, mais les intervenants ne reconnaissaient pas non plus les étudiants de première génération. Et aujourd'hui, je peux vous dire, quelques années plus tard, c'est un concept très bien implanté dans nos milieux. Ça nous a amené à développer aussi des expérimentations pour reconnaître et soutenir par des mesures institutionnelles les étudiants dans nos milieux. Entre autres, nous avons développé avec les fondations du Cégep et de l'université des bourses institutionnelles dédiées aux étudiants de première génération. Je donne l'exemple en 2015, lorsqu'on a mis en place les bourses, on a eu à peine 15 étudiants qui se sont inscrits à l'université, qui ont déposé leur candidature pour cette bourse-là. Alors qu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'étudiants. Alors, on sait que les étudiants se reconnaissent et on a toujours le même discours, à quel point ils sont fiers de pouvoir être étudiants de première génération. Et j'invite maintenant mon amie Anne à poursuivre avec le projet qui a été le plus porteur et le plus important dans notre expérimentation de la phase 1. Alors c'est à toi, Anne. Oui. Bonjour tout le monde. Linda, malheureusement, la vidéo, on n'a pas entendu le son, mais il y a des gens qui ont demandé le lien et Karine leur a envoyé là, dans le chat le lien vers le vidéo YouTube qui est très court, mais qui est très intéressant à regarder. Alors, mon nom est Anne Gauthier, j'enchaîne pour vous parler rapidement du référentiel d'accompagnement au projet d'études, du guide et puis des constats qu'on a faits. En fait, nous, on a décidé de valoriser, de sensibiliser les gens donc à la réalité des étudiants de première génération. On a pensé faire
un guide, mais pas un guide, pardon, un référentiel. On voulait surtout pas les stigmatiser, les étudiants de première génération. Alors, on a opté pour des référentiels. Je dois mentionner des parce que le Cégep et l'université en ont conçu un qui est propre à leur réalité. Puis dans cet outil qui se présente sous forme un peu de pochette, ce qu'on a voulu faire, c'est de vraiment pouvoir caractériser, en tout cas, identifier les caractéristiques des diverses sous-populations qui composent nos populations étudiantes, et puis rapidement d'identifier quels sont les besoins propres de ces sous-populations-là, et donc aussi les services qui peuvent contribuer à les soutenir tout au long de leur projet d'études. Donc, parmi les sous-populations qu'on a distinguées, bien sûr, il y a les étudiants de première génération qui se retrouvaient en première page des deux référentiels, mais aussi d'autres sous-populations comme les étudiants en situation de handicap, par exemple, ou les étudiants qui migrent pour les études, ou les étudiants autochtones, pour n'en nommer que quelques-unes. Une fois que le référentiel a été produit, aussi le référentiel de projet d'études identifie des moments charnières qui constituent en fait des moments sensibles pour la rétention et pour la réussite. Linda, tu vas un petit peu trop vite. Tu as mis merci tout de suite, ça ne sera pas long. Je vais passer au guide, ça ne sera pas long, mais je voulais vraiment mentionner que une fois les référentiels produits, il y a eu pendant tout un an une démarche d'animation autour de ces référentiels-là dans chacun de nos milieux. Il y a eu différents groupes qui ont été rencontrés avec l'outil pour leur présenter, mais aussi donc, des groupes comme les différents comités de programme, des présentations dans différents services comme les services aux étudiants ou différentes instances comme l'Assemblée des coordonnateurs de départements et de programmes au sein du Cégep. À l'université, il y a eu des groupes comme les ressources humaines, les directions de modules qui ont été rencontrés pour présenter l'outil. Et souvent, c'était des présentations adaptées aux questions qui étaient posées par ces groupes-là. L'outil continue d'être utilisé, notamment il est remis et discuté avec tous les nouveaux enseignants en processus d'insertion professionnelle au Cégep. Puis il est, à ce que me dit, en tout cas ma collègue voisine de bureau, qu'il est très apprécié par les nouveaux enseignants et surtout, pas surtout, mais notamment par son format. Les présentations dans différents groupes, l'animation autour du référentiel, ça faisait partie pour nous de la phase 2, mais aussi lorsqu'on a fait des présentations à l'extérieur de nos établissements, on a vu qu'il y avait certains établissements qui se sont montrés intéressés par les référentiels. Alors, en phase 2, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de documenter dans un guide toutes les étapes que nous avons suivies pour réaliser nos deux référentiels. On parle notamment des collaborations internes à établir, des informations à recueillir, des bases de données qui peuvent être consultées. Le but de ça, c'était bien sûr d'aider d'autres cégeps et d'autres universités qui voudraient se munir de se construire un référentiel à le faire. Finalement, au niveau des constats et des défis, bien en fait, on sait que dans nos établissements, le personnel change, les populations changent, puis que les outils peuvent être oubliés. Alors, dans les constats, c'est pour qu'ils restent vivants, puis en assurer une continuité, il faut bien faire attention de garder nos collaborations actives entre le Cégep et l'université, de continuer à distribuer le guide et de le faire connaître parce que, comme je vous le disais, le personnel change, de continuer à l'animer et à le présenter à différents groupes, et puis d'assurer la mise à jour pour qu'il reste toujours pertinent parce que les données changent. Alors, en résumé, voici nos grands constats.
Linda, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, on pourra répondre aux questions s'il y en a là, à la fin. Merci. Donc, c'est à mon tour. Est-ce que mon micro est ouvert? On voit bien ton diaporama, Chanoussa. Par contre, on t'entend un peu mal, donc peut-être approcher ton micro, s'il te plaît. Merci. Oui. Donc, merci Anne et Karine. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Il me fait plaisir de vous présenter les réalisations de la phase 2 de l'équipe du Bas-Saint-Laurent. Pour une petite mise en contexte là, du projet au Bas-Saint-Laurent, Sophie vous a parlé de la phase 1 et 2. L'idée de base du comité régional qui réunissait l'UQAR et le Cégep de Rimouski était de s'inscrire dans des initiatives qui étaient déjà porteuses dans la région du Bas-Saint-Laurent puis travailler sur le modèle signifiant. Donc, au cours de la phase 1, on a d'abord expérimenté et formalisé une démarche pour agir plus efficacement en tant que modèle signifiant auprès des élèves et des étudiants de milieux à faible capital scolaire, les EPG, étudiants de première génération, dont les parents ou le tuteur n'ont pas fait d'études supérieures, et les élèves et les étudiants de milieux à faible capital socio-économique. On a développé aussi, puis expérimenté un programme interordre de mentorat par les pairs, université collégiale orienté vers l'accompagnement des EPG et des étudiants plus vulnérables. La phase 2, elle nous a permis au comité de développer des outils. Donc, en se basant sur les résultats de la phase 1, on a conçu un guide pour agir efficacement comme modèle signifiant qui est destiné aux acteurs scolaires et communautaires du primaire jusqu'à l'université et une trousse de mentorat étudiant interordre, collégial et universitaire, donc une trousse qui est autoportante. Le guide et la trousse vont être disponibles à l'hiver 2021. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des éléments qui se trouvent dans le guide, soit pourquoi des modèles signifiants, l'importance des aspirations scolaires au regard de la persévérance scolaire, l'importance des propos et des discours des acteurs scolaires et communautaires au regard des dispositions des élèves et des étudiants face aux études. Je vais présenter aussi ce qui se retrouve dans le guide, soit des éléments qui peuvent être inspirants et signifiants pour les élèves et les étudiants de familles à faible capital scolaire ou social. Je vais aussi présenter des exemples de contexte et de types d'activités qu'on peut faire pour agir en tant que modèle signifiant. Puis je vais ensuite faire une brève description de ce que comprend la trousse de mentorat interordre par les pairs étudiants, parce que pour la trousse, je vais y aller plus rapidement parce que c'est tout sous le même principe que je vais avoir expliqué là, pour le guide. Hein, c'est sous le principe du modèle signifiant. Donc, je vais passer plus rapidement parce que je ne veux pas me répéter. Et enfin, on va voir les outils à venir en 2021 pour l'équipe du Bas-Saint-Laurent. Donc, d'abord, pourquoi des modèles signifiants? Comme Sophie l'a dit tantôt, le cumul de risques est plus présent chez les jeunes issus de milieux à faible capital scolaire ou socio-économique, hein, tous les groupes sous-représentés. Et il ne faut pas oublier qu'au Québec, le cumul, faut pas oublier qu'au Québec, à tous les ordres d'enseignement, il y a plus de 50% des jeunes qui ont des parents qui n'ont pas fait d'études universitaires. Et ces élèves-là, ces étudiants qui sont issus de milieux à faible capital scolaire, ils peuvent moins compter sur un soutien scolaire de la part de leurs parents. Ils évoluent souvent en l'absence de modèles qui valorisent les études supérieures dans leur famille immédiate. Mais ça ne veut pas dire que les parents n'encouragent pas, puis qu'ils ne soutiennent pas les enfants, puis les adolescents, puis les jeunes au collège et à l'université. C'est juste que dans la famille où le capital scolaire est moindre, les parents maîtrisent moins bien les normes éducatives, la culture des établissements, le fonctionnement du système scolaire. Donc, ces jeunes-là ont moins accès au soutien de leurs parents dans la réalisation de leur projet d'études. En outre, la scolarité des parents, ça influence aussi les aspirations scolaires des jeunes, puis conséquemment leur désir de persévérance. Au Québec, il y a les élèves du secondaire issus de familles à faible capital scolaire ont des aspirations scolaires plus limitées. Ils sont beaucoup plus nombreux, les élèves du secondaire, que les autres élèves à ne pas souhaiter poursuivre au-delà du 5e secondaire ou même à ne pas souhaiter terminer leurs études secondaires. Donc, ceux de milieux à faible capital scolaire, ils souhaitent poursuivre moins au-delà du secondaire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que selon la littérature, le contact des élèves des ordres primaires, secondaires et collégiales avec des modèles signifiants pourrait contribuer à alimenter leur aspiration scolaire et professionnelle. Donc, c'est pourquoi, du fait que certains élèves peuvent moins prendre appui sur leur famille, accroître les possibilités d'interaction avec des modèles positifs s'avère d'une importance cruciale. Donc, il est primordial que les élèves et les étudiants ne soient pas uniquement exposés à des modèles de réussite. Hein? On en voit souvent là, le winner, de succès ou de persévérance hors du commun. Là, c'est le summum de la persévérance, mais que la plupart des gens ne peuvent peut-être pas y arriver. Il faut qu'ils soient exposés à des modèles qui leur ressemblent, puis qui ressemblent aux gens qui les entourent. Au Québec, là, il y a plusieurs initiatives là, qui proposent des modèles atypiques de persévérance. On en voit beaucoup lors des journées de la persévérance, des beaux modèles signifiants qui ressemblent aux jeunes plus vulnérables. Puis, c'est à des moments de l'année qui sont plus présents. Il y a aussi plusieurs intervenants qui le font déjà naturellement, qui sont déjà des modèles signifiants pour les jeunes dans le cadre de leur travail. Ils partagent leur expérience, leurs défis, leur parcours et tout ça. Les jeunes s'identifient beaucoup à eux. Mais ici, ce qui est fondamental, c'est que l'exposition à des modèles positifs, ça ne se fasse pas de manière ponctuelle, mais que les élèves puis les étudiants issus de familles à capital scolaire ou social aient la chance d'en rencontrer tout le long du parcours, ça, du primaire jusqu'à l'université. Donc, tous les acteurs qui œuvrent en soutien direct aux jeunes puis à leurs familles ont avantage à s'engager dans le rehaussement des aspirations scolaires puis à jouer un rôle de modèles signifiants, les enseignants, les professeurs d'université, les pairs étudiants, des éducateurs, des intervenants, les animateurs communautaires, les employeurs, des intervenants dans le secteur de l'emploi, l'insertion sociale professionnelle. Mais là, c'est certain que, bon, là, on agit comme modèle. On ne peut pas marquer puis devenir signifiant puis significatif pour chacun des élèves qu'on va côtoyer, c'est sûr. C'est pourquoi plus il va y avoir de modèles qui peuvent être signifiants, qui vont se diversifier, puis qui vont se multiplier dans le système d'éducation et dans la société, plus les élèves et les étudiants vont pouvoir s'y reconnaître, ça va allumer des petites étincelles, puis ils vont se sentir moins seuls, puis ils vont permettre de se projeter aussi, ces élèves-là. Pour être un modèle positif, l'un des premiers éléments là, à prendre en compte qu'on vous propose dans le guide, c'est d'être attentif à nos propos et à nos discours, parce qu'ils peuvent agir sur les dispositions face aux études des élèves et des étudiants qui sont plus vulnérables. Les dispositions face à l'école, face aux études, c'est toutes les valeurs et les attitudes que les élèves et les étudiants ont vis-à-vis de l'éducation puis de l'acquisition de connaissances en général. Puis les dispositions sont liées au contexte social qui construit cette attitude-là, puis c'est les valeurs face à l'éducation. Donc, le discours véhiculé par les acteurs scolaires communautaires, ça joue un rôle crucial sur les dispositions des jeunes face aux études et face aux études supérieures. Mais là, la majorité des acteurs scolaires et communautaires sont bien sensibilisés puis bien conscients de l'importance de la valorisation de l'éducation puis de l'école et tout ça. Mais il est nécessaire de prêter attention aux façons d'aborder les études supérieures dans notre discours et ce, particulièrement au regard des transitions scolaires. À travers le Québec, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour favoriser les transitions scolaires aux ordres préscolaires, primaires, secondaires. Les acteurs scolaires communautaires ont pour la plupart reçu de l'information, ils ont participé à des activités pour mieux préparer les élèves à vivre cette période de changement puis d'environnement scolaire. Mais lors de nos travaux, dans le cadre de la phase 2 du projet, dans le cadre des 2 phases, du projet Interrod, nous avons remarqué que l'utilisation de messages qui pourraient renforcer les dispositions négatives des élèves plus vulnérables et de leurs familles quant à un projet d'études supérieures ou de passage à une transition à l'autre. En fait, là, ce qu'on veut dire, c'est que tous les propos sont importants. Autant les discours positifs, comme je parlais tout à l'heure, qui peuvent allumer des étincelles, que les propos négatifs qui sont prononcés, articulés par les personnes, souvent, alors, on ne s'en rend pas compte, qui peuvent être pernicieux pour certains élèves et étudiants peu vulnérables. Par exemple, une enseignante de secondaire 5 ou un enseignant de secondaire 5 qui dit à ses élèves, pour les rendre plus autonomes, là, on est en pleine gestion de classe. Là, au cégep, il n'y a personne qui va vous aider. Il faut que vous soyez plus autonome. Ce type de remarque-là, qui est prononcée la plupart du temps, là, sans l'apercevoir, peut être dommageable, puis induire chez les élèves des scénarios hypothétiques par anticipation,
Ça peut douter leur capacité, remise en question du projet d'études. Donc, ça peut créer ou renforcer des dispositions négatives face aux études supérieures. Hein, comme « j'ai pas hâte de te voir au secondaire, toi, si tu es toujours en retard de même ». Des phrases qu'on dit sans s'en rendre compte, mais il faut faire attention. Donc, il est nécessaire dans nos propos de faire en sorte que les élèves, les étudiants s'approprient positivement l'image de leur futur milieu d'enseignement, que ce soit du primaire au secondaire, secondaire au collégial, collégial à l'université. Également, on arrive à la partie où on voit comment on va faire pour agir en tant que modèle signifiant. Dans le guide, on vous propose des éléments qui peuvent être signifiants ou inspirants pour les élèves, les étudiants de familles à capital scolaire social ou socio-économique, qui peuvent être aussi signifiants là, pour d'autres élèves. Là. Mais nos expérimentations, nous, ça portait sur les élèves à faible capital scolaire ou plus vulnérables. D'abord, vous pouvez partager votre histoire. Hein. Si vous venez des groupes sous-représentés que Sophie parlait tout à l'heure aux études supérieures, qu'on voit dans le diagramme, si vous êtes, par exemple, si vous êtes un étudiant de première génération, on peut en parler. J'étais le premier de ma famille, mes parents étaient fiers que je sois le premier de ma génération à faire des études à l'université. Aussi, si vous venez d'un petit village ou d'une région éloignée, ça peut être signifiant, surtout si vous venez du même village du jeune que vous parlez ou du même type de petit village. Là. Moi aussi, je venais de... Bon, là, la provenance, là, ça touche les jeunes, là, comme un sentiment de fierté. Si vous avez fait vos études en région, il peut être intéressant de le signifier comme ça. On n'est pas obligé d'aller loin, dans la grande ville. On a la chance d'avoir un cégep et une université ici dans notre région, c'est près de chez nous, etc. Également, vous pouvez signifier si vous êtes la première femme de votre famille aux études supérieures. À ce propos, pour bonifier le guide, on a fait aussi des entrevues avec des diplômés EPG, des étudiants de première génération qui avaient diplômé. Puis il y a une répondante qui était non seulement étudiante de première génération, mais aussi la première femme de sa famille à l'université. Puis elle me racontait que pour elle, l'université, là, ça a été un réel défi afin de s'approprier le droit d'être une femme aux études, et ce, envers elle-même, s'accorder le droit d'être là, mais aussi envers son entourage et sa famille. Ça a été une grande adaptation pour elle. Puis je dis souvent, là, on n'est pas dans les filles de Caleb. J'ai fait l'entrevue en 2020 avec une fille qui est à la mi-vingtaine. Donc, il faut des modèles d'étudiantes et d'étudiants de première génération pour que les jeunes se reconnaissent et sentent qu'ils ont le droit d'avoir des aspirations scolaires et qu'ils ont leur place aux études supérieures. En entrevue, il y a une non-diplômée EPG qui me parlait du droit de sortir de la bulle de sa famille et de se donner le droit d'aspirer à autre chose, le droit de s'émanciper, le droit de s'affranchir par les études supérieures pour changer de vie, en fait. Donc, il faut des modèles de personnes qui se sont émancipées aussi. Dans le cadre de l'expérimentation à la phase 1, on a formé des animateurs scientifiques qui animaient des ateliers auprès de 5e, 6e, des élèves de 5e, 6e qui participaient au programme « Je suis capable » coordonné par le Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec. Puis pour vous donner un petit peu une idée comment ces affirmations-là devenaient, tu sais, je suis un EPG et tout ça, je vais vous donner un peu ce que ça a donné, des exemples que l'expérimentation a donné. Donc, vite, là, le programme « Je suis capable », c'est un programme où il y a des élèves de 5e, 6e année qui venaient de 8 écoles, qui sont situées dans des secteurs ruraux défavorisés, qui sont peu exposés à des contextes scientifiques, où c'est caractérisé par des hauts taux de sortie sans diplôme là, du secondaire, surtout chez les garçons. Là. Donc, ces élèves-là se déplacent puis assistent à des journées d'ateliers qui sont animées par les animateurs scientifiques qu'on a formés. Ils se déplacent à l'UQAR, au Cégep de Rimouski, à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, puis au Musée régional de Rimouski. Donc, à l'aide du guide, parce que là c'est là on l'expérimentait, le guide, là, les 20 animateurs scientifiques avaient pour directive de préparer un contenu de 3 à 5 minutes portant sur leur trajectoire scolaire et professionnelle. Ils faisaient tout le temps dans les années précédentes, cette présentation-là. Mais on leur a demandé d'enrichir leur présentation d'éléments qui pouvaient être signifiants. Bon, les EPG, parcours atypique, j'ai une région éloignée, j'ai vécu des difficultés, etc. Puis, les animateurs ils ont vraiment bien travaillé. Là. Ils ont vraiment pris le temps de présenter leur parcours professionnel, scolaire, en y ajoutant des éléments captivants. Leur histoire était étoffée, dynamique. Puis, c'était moins axé sur l'énumération de parcours systématiques
présentation plus classique, deck, back. C'est ça que la directrice de Je suis capable de ce temps-là elle voulait étoffer puis qu'on ait plus une histoire d'aspiration. Donc, ça a fonctionné. À la fin du programme, les 130 élèves qui participaient ont été questionnés, puis on leur a demandé ce qu'ils avaient retenu des propos des animateurs lors de leur présentation. Puis il y a 19 élèves sur 130 qui se rappelaient des étudiants de première génération, là. Puis ils disaient vraiment, certains étaient les premiers à étudier dans leur famille. Leurs parents ne sont pas allés à l'université, leurs parents n'avaient pas étudié au cégep. Puis également, il y avait 7 élèves qui se souvenaient de l'animateur qui venait de leur village. Lui, il était populaire, ou qui venait de leur région, ou qui avait étudié aussi en région, ils se rappelaient de ça. Puis, on a vraiment dit, qu'est-ce que vous avez retenu, là? On les dirigeait pas, là. Puis, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que les élèves pouvaient avoir participé à l'atelier de l'animateur EPG en février, puis les entrevues ont été tenues en juin. Ça faisait 3 mois, là, puis les jeunes se rappelaient de ça. Donc, ça montre là, comment ça peut allumer des petites étincelles. Pour partager des éléments signifiants, on peut aussi parler de nos parcours de formation, puis nos expériences là, à ce niveau-là. Si on a eu un parcours atypique ou non linéaire, si vous pouvez aussi valoriser vos efforts. Là. Si vous avez des difficultés, je n'étais pas le meilleur en mathématiques, mais en physique, mais j'aimais tellement la biologie que j'ai persévéré. J'ai vécu aussi des difficultés d'apprentissage. On peut le partager avec les élèves, leur donner les moyens qu'on avait ou des mots d'encouragement. Ce qui peut être intéressant aussi de partager, c'est si on a remis en question nos aspirations scolaires, si on a changé de parcours. Ça intéresse beaucoup les étudiants. Puis, les jeunes aussi, ils aimaient juste voir les différents types de programmes d'études qui existaient pour valoriser les parcours de formation. Les programmes professionnels ou techniques, DEC, BAC, programmes préuniversitaires, certificats, comment que les gens avaient fait ça. Ça, les jeunes étaient bien impressionnés. En fait, là, lorsqu'on échange sur ses propres expériences, ses propres obstacles, ça peut permettre aux jeunes d'accepter les leurs, de se sentir moins seuls, puis permettre de se projeter aussi, là, comme je disais tout à l'heure. Puis ça permet aussi de démontrer, là, quand on a des modèles comme ça, qu'il n'y a rien de définitif, qu'il n'y a rien d'irréversible dans le choix d'un parcours. Puis ça peut calmer l'anxiété là, des élèves et des étudiants dans la peur là, de se tromper. On a des exemples, qu'est-ce que les gens, par rapport aux élèves de Je suis capable avaient retenu par rapport au parcours scolaire. Il y a une dizaine d'élèves qui se rappelaient d'une animatrice à maîtrise qui avait eu des difficultés lors de son parcours scolaire. Elle avait une dyslexie, elle avait redoublé, puis elle était à maîtrise. Là, ça, là, les jeunes, ils se sont rappelés d'elle. Puis ils disaient, c'est beau de voir qu'elle avait persévéré pour faire ce qu'elle voulait faire. Il y a une trentaine d'élèves qui avaient retenu les parcours non linéaires et atypiques des animateurs. Ils nous parlaient de leurs parcours spéciaux, qui n'ont pas suivi tous le même chemin pour arriver au même métier. Ils ont parfois commencé dans un autre domaine. Il est revenu après un premier choix et abandonné. Puis on a notre poète ici, dans le petit encadre en bas, c'est à côté de la photo. J'aime voir ce que les gens ont parcouru avant de trouver ce qu'ils sont. Donc, tous ces partages-là, là, ça permet de démystifier les parcours de formation, ça permet de démystifier la persévérance et la réussite scolaire, puis surtout leur représentation du système scolaire et leur conception des études supérieures. Également, comme dernière partie, là, comme élément signifiant qu'on peut partager sa passion, qui a éveillé notre intérêt pour notre discipline d'études, de notre emploi. On peut réfléchir à une personne signifiante dans son parcours, un professeur, un membre de notre famille. Les EPJ nous parlaient de ça, un parrain, une marraine, un ami, un chercheur, parce que plusieurs personnes, hein, on a tout un souvenir d'un adulte qui a un impact positif sur notre cheminement scolaire, nos choix de vie, que ce soit au primaire, le gentil enseignant qui nous a pris sous son aile au secondaire ou comme étudiant au cégep à l'université. On a des gens qui nous ont soutenus. Donc, on peut en réfléchir à comment cette personne nous a aidés, nous a influencés. Ça peut être aussi un événement ou un film, un voyage, reportage, livre, personnage. Il y avait une des animatrices scientifiques, une fille est en archéologie, puis elle avait vu le film Indiana Jones, mais elle a compté ça pendant sa présentation. C'était très, très
qui l'avait influencé quand elle était jeune. Puis aussi, il y avait un EPG qui avait été élevé sur une ferme puis qui regardait le ciel noir et il y avait les étoiles brillantes, puis il voulait comprendre, puis il est devenu physicien. C'était des histoires comme ça. Donc, c'est ça. Puis ça peut être aussi un objet qu'on a reçu en cadeau. Il y avait une enseignante en cégep en biologie qui avait reçu un microscope à 12 ans, puis ça lui avait fait découvrir le monde en miniature, puis là, elle était devenue talent en biologie. Donc, voilà pour les exemples d'éléments signifiants. Là, on a vu les 3 parties. Là, on est rendu à la partie où on va regarder dans quel contexte et type d'activité qu'on peut agir comme modèle signifiant. On retrouve tout ça dans le guide. D'abord, le premier encadré, on peut agir en tant que modèle signifiant en duo, enseignant, élève, employeur, employé. Ça peut être des conseillers pédagogiques, des intervenants, des éducateurs avec des élèves, des étudiants. À ces moments-là, on vient ponctuer nos échanges d'éléments signifiants là. Pour le deuxième encadré, ça peut être en dyade ou en triade dans le cadre d'une activité structurée, soit des élèves tuteurs avec un autre élève, des mentors étudiants, des étudiants ressources du collège, de l'université qui viennent travailler avec des élèves du primaire ou du secondaire. Par exemple, nous, dans le cadre de la phase 1, lors de l'expérimentation du guide du modèle signifiant, on a expérimenté 7 étudiants ressources universitaires qui accompagnaient 7 équipes d'élèves de secondaire 5 dans l'élaboration de leur projet d'expo locale à la polyvalente Le Mistral à Montgelée. Puis, c'était une expo sciences locales, donc c'était tous les étudiants de secondaire 5 là, qui participaient. Ce n'était pas juste ceux là, qui avaient tendance à s'en aller en sciences. Là. Donc, les étudiants universitaires agissaient d'une part en soutien aux élèves dans leur démarche scientifique, mais d'autre part comme modèle signifiant au regard des aspirations scolaires. Fait que les étudiants ressources avaient comme directive d'utiliser des éléments signifiants qui sont proposés dans le guide, puis de ponctuer leurs échanges avec les élèves tout au long de leur accompagnement. Il y avait à peu près 5-6 rencontres tout au cours de la session. Ça, c'était une formule qui a été appréciée par la majorité des élèves de secondaire 5. Là, ils avaient apprécié que les étudiants universitaires leur avaient transmis leurs connaissances, leur passion aussi. Et ils avaient aimé le partage d'expérience que les étudiants universitaires avaient partagé leur expérience des études collégiales, parce que là, ils étaient en secondaire 5, puis il y en a qui s'en allaient au collégial, et de leur expérience universitaire. Alors, si on poursuit avec le type d'activité sur la diapo, dans le troisième encadré, on peut aussi partager des éléments signifiants lors d'activités d'enseignement, des ateliers à l'école ou en parascolaire. Ça peut être aussi lors d'une conférence dans le milieu d'enseignement, école, à l'université ou au collège. Ça peut être des parents, un invité spécial à l'école, un invité spécial au cégep ou à l'université. Ça peut être des diplômés aussi ou des travailleurs dans un domaine particulier. Tu sais, ça peut être des étudiants ou des diplômés d'un DEC. Par exemple, du DEC en soins infirmiers, des bachelières ou bacheliers qui ont fait la formule DEC-BAC ou même des infirmières qui viennent raconter leur expérience, leur parcours atypique, s'ils ont des cheminements là, différents chacune à des étudiants soit du collège ou des élèves en formation professionnelle en santé, assistance et soins infirmiers. Ça peut être aussi des étudiants, des diplômés de programmes en TI, en technologie de l'information, qui viennent parler à nos gamers, à nos gamers, des différentes avenues de formation en TI, pour qu'ils sachent qu'il y a des avenues intéressantes dans ce domaine-là et non seulement de devenir gamer ou gameuse professionnelle. Donc, ça peut être une autre idée. Enfin, dans le dernier encadré, on peut être modèle signifiant là, en animant une activité scientifique, comme on avait vu dans Je suis capable, des activités sportives, sociales et d'emploi. Donc, ça peut être là, des activités de la Maison des jeunes, centre jeunesse emploi. Ça peut être aussi des personnes connues là, dans le milieu là, qui peuvent être invitées puis parler de son parcours et tout ça. Donc, il y a une diversité de contextes où l'on peut agir. Donc, dans le guide, ce qu'on propose, on présente tous ces éléments-là, mais il y a quand même aussi des outils, tu sais, pour faciliter l'appropriation du guide. Il y a des outils pour la planification d'activités, comme on vient de le voir. Là. Si on est une équipe qui veut organiser ce type d'activité-là, le schéma explique les étapes de planification puis de mise en œuvre de l'activité. Puis, il y a aussi des outils pour se préparer à agir comme modèle signifiant. Entre autres, il y a un schéma de réflexion, si on veut réfléchir au rôle que l'on peut jouer comme individu, mais aussi si on veut préparer des animateurs ou des parents qui viennent parler pour qu'ils puissent faire un petit 3 minutes, ils peuvent utiliser aussi le schéma là, pour se préparer. Donc, voilà pour le guide.
En ce qui a trait au programme de mentorat, à l'hiver, la trousse de mentorat interrogée par les pairs étudiants va être disponible. C'est du mentorat orienté vers l'accompagnement d'étudiants plus vulnérables. Les objectifs du programme de mentorat sont sous le même principe de tout ce qu'on vient de parler, tout le rapport de modèle signifiant. Donc, on parle de mentorat en diade, c'est-à-dire qu'il y a un mentor universitaire, première, deuxième, troisième cycle, qui peut provenir de toutes les disciplines, qui accompagne un mentoré du collégial. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les mentors universitaires peuvent être justement des étudiants de première génération, avoir vécu des parcours atypiques, avoir vécu des difficultés, par exemple, au cégep, mais qui sont rendus à l'université. Pour les mentorés, nous, on faisait de l'expérimentation. C'était une clientèle plus vulnérable. Dans notre cas, c'était des étudiants qui étaient inscrits à un programme d'encadrement personnalisé parce que ça faisait 2 fois qu'il y avait des échecs dans 50% de leurs cours. Donc, le soutien par les pairs de l'université, ça offrait une source de soutien complémentaire au service d'aide à la réussite du cégep. Donc, on a adapté le programme qu'on avait établi au cégep, puis on en a fait une trousse qui est transférable. Ça comprend un guide d'implantation, les étapes de mise en œuvre, puis le rôle de chacun y est détaillé, à quel moment le faire, les cadres, les responsables, le coordonnateur du programme, comment faire le recrutement des mentors, des mentorés, les différents outils pour y arriver. Il y a un guide de formation complémentaire, un guide des mentors qui comporte pour les responsabilités, les activités d'intégration, le calendrier de rencontres, etc. La trousse comprend aussi des stratégies de pérennisation. Donc, comme le guide, ça va être disponible à l'hiver 2021. Il y a d'autres outils qui s'en viennent. En printemps 2021, il va y avoir, on est en train de développer une capsule vidéo. Puis ça, c'est sur le guide du modèle signifiant, donc une capsule vidéo. Puis aussi des activités de formation qui vont pouvoir accompagner la capsule vidéo, le guide. Donc, on est en train de regarder aussi pour d'activités de formation, mais aussi des mini-ateliers, si on veut, par exemple, que ça soit un employeur. On n'a pas vraiment le temps de... Donc, on va tester avec Cosmos Rimouski-Ninjet des employeurs du programme employeurs engagés pour qu'ils deviennent des modèles signifiants, puis tester qu'est-ce qui va être, qui serait bien pour eux, là, pour qui se préparent là, pour être modèle signifiant, capsule vidéo, mini-atelier, guide et tout ça. Alors, on va regarder ça là, pour que ça soit autoportant et accessible à tous. Donc, ça, c'est printemps 2021. Alors, voilà, je vous remercie. C'est terminé pour l'équipe de Rimouski. Merci, Chanoussa. Je vais laisser la parole à Pascal Lévesque. Je vous invite aussi les participants au webinaire à poser vos questions dans l'outil QR en vue de la période de questions qui suivra la présentation de Pascal. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, à avoir des commentaires, à échanger de l'information avec eux. C'est l'endroit indiqué pour cela. Pascal, on ne t'entend pas, ton son est fermé, mais on voit ton diaporama. Tu devrais réactiver ton son, ton micro. Est-ce que tu veux que je partage ta présentation? Est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend. Oh, on va y arriver. J'ai toujours un petit défi au niveau technique. Ça a l'air. L'autre jour, c'était la présentation, là, c'était le son. Ça va bien tout le monde? Bon, tant mieux. Bien content d'être là parmi vous. Donc, on a eu la chance d'avoir la présentation des 2 premières régions. Vous avez vu comment est-ce qu'elles ont été mises en œuvre dans le cadre de la phase 2. Bien content de vous présenter ce qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire le projet en transit. Donc, chez nous, ce projet-là s'est déroulé en différents temps. L'objectif pour nous, c'était de permettre l'accompagnement de 2 cohortes de jeunes
sur l'ensemble de leur parcours, soit du secondaire 5 jusqu'à la fin de la première session. Vous aurez dans le cadre de cette présentation-là 5 étapes. La première, évidemment, là, c'est comment est-ce qu'on a réalisé ce projet-là. La beauté de la chose, quand on finit un projet, c'est d'être en mesure de vous présenter les résultats, puis aussi les retombées, mais surtout la suite des choses. Donc, vous avez eu la présentation d'objectifs général de la part de Sophie en prémisse. Vous avez vu comment est-ce que les 2 autres régions l'ont mis en œuvre. Comme je vous disais tantôt, pour chez nous, l'objectif, c'est d'accompagner les étudiants de première génération dans une démarche qui les mènerait vers une transition scolaire. On avait parmi ça, évidemment, 3 objectifs spécifiques. Vous les voyez à l'écran, donc aussi informer les étudiants de première génération afin qu'ils réussissent leur transition scolaire, informer les parents sur leur rôle, puis accompagner aussi les intervenants scolaires. Il faut savoir que ces 3 objectifs spécifiques-là nous ont permis d'élaborer un cadre d'évaluation parce qu'on souhaitait que ce projet-là soit évalué. Et c'est en lien avec ça qu'on allait aussi mesurer les effets de ce projet-là sur l'espace-temps de 3 ans. Donc, 4 étapes. Le premier élément, c'est évidemment de choisir une école dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait un formulaire avec un certain nombre de critères. Le premier, évidemment, était qu'une école souhaite participer à ce projet-là, et c'est l'école secondaire des Grandes Maries à la Commission scolaire des Rives du Saguenay qui a été choisie pour participer à ce projet-là. Sélection des jeunes, évidemment, une fois qu'on a dit qu'on choisit l'école, il faut sélectionner les jeunes. Donc, c'est 2 cohortes de jeunes, une première qui a été composée de 13 jeunes, une deuxième de 12 jeunes, donc un total de 25 jeunes. Et ces jeunes-là remplissaient, l'ensemble des jeunes du secondaire 5 remplissaient un questionnaire. Et avec les jeunes qui correspondaient au profil et qui avaient un intérêt, on les rencontrait pour leur expliquer le projet, ça dans quoi ils s'embarquaient. Et après ça, on appelait leurs parents pour savoir si leurs parents acceptaient de collaborer à ce projet-là d'1 an et demi. Donc, ça a été fait de cette façon-là. Et pour y arriver, évidemment, on a mis en place 2 groupes de travail. Le premier qu'on a appelé la communauté de pratique, qui, elle, avait pour rôle de mettre en place les stratégies permettant l'accompagnement de ces jeunes-là au quotidien. Et le comité d'orientation, qui était composé de gestionnaires des 9 institutions scolaires de notre région, qui, elle, évidemment, là, ça le dit, hein, ça orientait un peu les travaux, ça assurait le lien entre notre région et la communauté de pratique provinciale et, évidemment, toute la question du budget. Vous le savez, hein, au-delà des objectifs spécifiques qu'on avait, lorsqu'un jeune réalise une transition, elle est de 3 types. Elle est soit académique, sociale et procédurale. Et c'est sur ces éléments-là qu'a été construit tout notre accompagnement dans le cadre de leur transition, mais aussi tout le cadre évaluatif auprès de nos jeunes. Donc, vous allez le retrouver éventuellement là, dans le cadre de la présentation. Donc, ça a consisté à quoi? Accompagner ces 2 cohortes de jeunes-là. Ça a été, comme je vous le disais tantôt, de mettre en place une stratégie qui viserait à créer une espèce de chemin VIP de ces jeunes-là. Donc, on a commencé au niveau de la communauté de pratique à permettre à Mme Anne, qui est conseillère en orientation à l'École secondaire des Grandes Maries, de raconter à quoi ressemblait une année vécue en secondaire 5, puis qu'est-ce qu'elle faisait comme accompagnement auprès de la préparation de la transition. Vous avez ce qu'elle faisait, ce qu'elle réalisait, et après avoir fait raconter cette ligne du temps-là, on s'est aperçu de 3 choses. 1, les parents ne sont aucunement présents dans le cadre de cette transition-là, malgré le fait qu'en février et en mai, ils vivent une grande période de stress qui interpelle beaucoup Mme Anne, qui est la conseillère en orientation de l'école. L'autre élément qu'on a constaté, c'est qu'entre la période de mars et de mai, peu d'activités étaient réalisées auprès des jeunes du secondaire 5 parce qu'elles mettaient de l'énergie pour les jeunes qui arrivaient de la 6e année pour leur permettre de bien connaître l'école secondaire des Grandes Maries. Pourtant, c'est une période intense au niveau du stress vécu chez les jeunes. Puis finalement, les communications avec les cégeps de la province et de la région étaient assez difficiles, voire inexistantes lorsqu'elle avait besoin d'avoir de l'information. Donc, ces constats-là nous ont permis d'élaborer ce que j'appelais tout à l'heure la ligne VIP. Donc, ces 25 jeunes-là qui ont vécu cet accompagnement-là pendant 1 an et demi de temps se sont vus juxtaposer une série d'activités ou d'actions d'accompagnement qui leur a permis de réaliser une transition, je dirais, beaucoup plus en douceur et qui tenait compte des 3 types de transition.
Là, je n'entrerai pas dans le détail de chacune de ces activités-là. De toute façon, vous allez avoir le PowerPoint, vous pouvez le regarder de façon beaucoup plus précise. Mais chacune des actions ont été mises en fonction de ces éléments-là. Puis, entre autres, j'attire votre attention, il y a eu 3 rencontres, hein? Une en octobre, une en avril et une en mai avec les parents. Et ces rencontres-là ont été vraiment appréciées de la part des parents, ont permis de les rassurer, de les impliquer davantage, puis d'accompagner d'une meilleure façon leurs jeunes vers cette transition-là, parce qu'ils étaient maintenant au courant de ce que c'était qu'une transition, puis ce qu'était le poste secondaire. Vous avez évidemment la ligne du temps là, qui se poursuit jusqu'en janvier, donc après la première session du collégial. Vous constatez que le nombre d'activités est beaucoup moins importante. En fait, ce qu'on a souhaité faire au cégep, compte tenu qu'il y avait un certain nombre d'activités, c'était davantage d'assurer le lien relationnel et personnalisé avec quelqu'un au cégep. Puis il faut savoir que compte tenu des apprentissages qu'on avait faits dans le cadre de la phase 1 et de la phase 1, ce qu'on a souhaité davantage mettre de l'avant, c'est que les gens du collège soient présents à la 5e secondaire auprès des jeunes. Donc, les jeunes, quand ils sont arrivés au cégep, avaient déjà un lien personnalisé puis un contact de fait avec un certain nombre de personnes au collège. Les résultats, on va passer rapidement compte tenu que le temps avance. Vous avez, je vous ai parlé des effets attendus, je vous ai parlé qu'ils étaient centrés sur les 3 objectifs du départ. Donc, on peut dire qu'au niveau des étudiants, les 3 objectifs qu'on souhaitait atteindre l'ont été. Donc, ils se disaient mieux préparés, les OPG accompagnés affirment avoir été bien préparés aussi, avoir fait une transition réussie. Puis les étudiants qui ont été accompagnés pendant 1 an et demi se sentaient davantage aussi pour vivre une nouvelle transition. Donc, on parle peut-être ça là, soit vers un autre cégep, vers le DEP ou soit vers l'université éventuellement. Pour ce qui est de nos parents, ils disaient avoir été bien informés sur leur rôle. Ils disaient aussi qu'ils avaient été en mesure de mieux préparer leurs jeunes à vivre cette transition-là, puis que les parents des étudiants soutenaient que leurs enfants soutenaient davantage leurs enfants pendant qu'ils fréquentent un établissement d'enseignement supérieur. Et ça, même si au départ, ils avaient beaucoup d'appréhension, maintenant, ils étaient beaucoup mieux outillés pour le faire. Pour notre communauté de pratique, donc ceux qui devaient mettre en place cette stratégie d'accompagnement-là, ils disaient là, mieux connaître les caractéristiques des étudiants de première génération et en tenir compte et qu'ils en tiendraient compte maintenant dans leurs interventions. Aussi, ils ont mis en place des stratégies efficaces facilitant le passage des EPG vers le collégial. Puis aussi, cet élément-là n'a pas été encore évalué parce qu'il s'inscrit dans un temps beaucoup plus à long terme. C'est qu'ils souhaitaient, on souhaitait mesurer s'ils mettraient en place éventuellement des stratégies efficaces qui pourraient faciliter éventuellement le passage du collégial vers l'université. Donc, on sera en mesure éventuellement d'y revenir dans une phase 3. Les retombées maintenant, parce que c'est bien important, c'est bien beau un projet pilote, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de retombées. Pratico-pratique, c'est plus de 18 outils qui ont été développés dans le cadre de ce projet-là, de cette phase-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle s'additionne à tout ce qui vient d'être présenté là, dans le Bas-Saint-Laurent et en Abitibi. J'attire votre attention, entre autres, sur un outil qu'on est en train de développer, qui est une application, on l'appelle Fix actuellement, mais qui va servir, entre autres, à outiller les parents, les jeunes et les intervenants sur les moments clés d'une transition de la petite enfance jusqu'à l'université. Donc, normalement, à la fin janvier, on devrait être en mesure de vous présenter cette application-là. La suite pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sophie vous a présenté un peu là, la phase 3 de notre projet. Chez nous, comment est-ce que ça va s'inscrire? C'est compte tenu de l'ensemble des savoirs qu'on a développés dans la phase 1 et la phase 2. On a développé une vision chez nous qui s'appelle la mise en place d'un carrefour des transitions, qui va être entre autres un point de rencontre de services d'information, de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes qui vivent une transition de la naissance à la vie adulte et de leurs parents. Donc, on va encore là tenir compte des 3 types de transitions. Puis évidemment, pour chez nous, ça va tenir compte d'un modèle qui va tenir compte des collaborations interordres et intersectorielles. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en place une certaine innovation sociale en tenant compte de 3 nouveautés, en tout cas de 3 enjeux qui est important pour nous. C'est 1, le fait que les parents soient impliqués du début
à la fin dans le parcours scolaire. Donc, vous voyez, on souhaite passer du premier logo au deuxième, c'est-à-dire d'une situation où les parents s'effacent tout au long du cheminement à une situation où les parents, par leurs couleurs différentes, accompagnent et soutiennent leurs jeunes, et ça, peu importe l'ordre d'enseignement. Évidemment, il va falloir définir le rôle à chacun des ordres d'enseignement, mais du moins, on souhaite qu'ils soient présents. L'autre innovation, c'est qu'on souhaite que ça soit une mobilisation interordre et intersectorielle, donc qu'on dépasse le cadre scolaire, donc des organismes autres que scolaires puissent s'impliquer dans cette stratégie-là. Puis l'autre élément, c'est d'assurer une continuité, une cohésion puis une cohérence dans les actions dans le cadre de ce projet-là. Vous avez les 6 objectifs qu'on vise, donc de répondre aux problématiques communes en lien avec les transitions par le développement d'outils, de développer, de mettre en place et d'évaluer les pratiques visant la qualité des transitions, d'assurer un transfert en continu des connaissances et des pratiques développées, d'informer les organismes du milieu sur l'importance du soutien parental dans la réussite éducative des jeunes, d'accompagner les milieux scolaires dans la mise en place de pratiques transitionnelles et finalement d'être un lieu de référence pour les parents et les intervenants préoccupés par les transitions de la petite enfance. Donc, actuellement, on a fait une tournée régionale en lien avec cette vision-là. Et je vous dirais que l'ensemble des partenaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean adhèrent à cette vision-là. Maintenant, on est rendu au moment où est-ce qu'on doit là, monter un cadre financier et présenter l'engagement de chacun des partenaires au regard de ce projet-là. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Alors, merci Sophie, merci Linda, Anne. Bien, Linda et Anne, ce n'est pas une seule personne. Merci Chanoussa et merci Pascal pour vos présentations sur le projet, chacune de vos régions. Donc, c'est la période de questions. J'invite les participantes à adresser leurs questions, soit dans l'outil questions-réponses de Zoom ou le clavardage. J'en ai noté déjà quelques-unes, donc je vais commencer par adresser celles qui ont été posées tout au long de vos présentations, mais n'hésitez pas à bonifier. C'est une question d'abord pour Chanoussa. Donc, le programme de mentorat collégial-université sera-t-il offert dans tous les cégeps du Bas-Saint-Laurent? Oui, comme je disais, la trousse, elle va être disponible à l'hiver 2021. Et bon, les cégeps peuvent décider de le mettre en application, mais pour 21-26, c'est sûr que l'équipe du Bas-Saint-Laurent tient à travailler avec les autres cégeps de la région pour développer des activités soit sur le modèle signifiant, mais toujours correspondant aux besoins du cégep même. Là. Des cégeps de Rivière-du-Loup, ce n'est pas la même chose que les autres. Donc, par exemple, là, donc, on va s'atteler à aller rencontrer les cégeps pour connaître leurs besoins, etc. Pour que ça corresponde à leurs propres besoins. Merci, Chanoussa. Une autre question qui s'adresse à tous, qui est en 2 volets. De manière générale, est-ce que vous observez des réalités différentes vécues par les EPG dans vos régions respectives, en comparant vos régions l'une à l'autre? Et le deuxième volet, c'est est-ce que vous voyez des différences aussi entre les réalités vécues par les étudiants de première génération dans les régions de manière plus générale versus les centres plus urbains, Montréal, Québec, Sherbrooke? Donc, je vous invite tous à répondre et à être complémentaires dans vos réponses. Merci. Qui répond? Bien, en ce qui me concerne, par rapport aux discussions qu'on se fait dans le cadre de nos rencontres provinciales, oui, Sophie, tu voulais répondre? Non, vas-y. En fait, on n'a pas l'impression que les jeunes étudiants de première génération, que ce soit au Bas-Saint-Laurent, en Abitibi ou Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sont si différents que ça. D'ailleurs, même au-delà de cette clientèle-là qui est en contexte de vulnérabilité, on a fait évoluer nous-mêmes notre vocabulaire pour que le projet de la phase 3 évolue. On a commencé en phase 1 avec les étudiants de première génération. On s'est mis à parler dans la phase 2, qu'on vient de vous présenter les résultats des étudiants en contexte de vulnérabilité. Et pour le dépôt de la phase 3, on parle des étudiants à risque. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que oui, c'est une clientèle particulière qui a ses propres défis,
mais en même temps, quand on regarde les stratégies d'action auprès de cette clientèle-là, ben, l'ensemble de ces actions-là, qu'elles soient dans une ou l'autre des régions, elles sont applicables à d'autres types de clientèle. Je n'ai jamais, en tout cas, Linda et les autres, constaté de différences significatives, en tout cas, entre les profils de ces jeunes-là. Pour ce qui est du rural, du régional et Montréal, ça, je suis moins en mesure d'en parler. Peut-être par rapport à cette question-là, vous vous souvenez, dans la phase 1, la première étape, ça a été vraiment d'analyser des données d'enquête dans chacune des régions pour produire un portrait socio-éducationnel des étudiants de première génération. Puis, si les caractéristiques des étudiants sont semblables, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, Pascal, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent qui est très différent. Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, où c'est le plein emploi à cause de l'industrie minière, entre autres, mais ces jeunes-là qui sont issus, qui n'ont pas nécessairement de scolarité, désolée, vont être en emploi, puis vont avoir des emplois bien rémunérés aussi. Donc, les interventions qu'on va faire pour rehausser les aspirations et les amener aux études supérieures ne seront pas les mêmes stratégies pour cette région-là que pour le Bas-Saint-Laurent, par exemple, où on retrouve davantage de jeunes en situation de pauvreté dans ces milieux-là. Donc, c'est pour ça aussi que chaque région a ciblé des interventions qui étaient adaptées à leur réalité régionale avec la valorisation des études supérieures pour l'Abitibi-Témiscamingue, par exemple. Merci. Est-ce que Linda, Anne, ça vous souhaitez compléter ou ça fait le tour pour nous? Ben, moi, je vais ajouter, c'est ça, c'est que moi, c'est surtout par rapport aux EPG que j'ai interviewés. Il y a les personnes qui sont de milieu, que les parents n'ont pas d'antécédents d'éducation supérieure. Comme je vous disais, c'est en plus de, il faut travailler pour gagner sa vie parce qu'on est dans un milieu à faible revenu, ben, il y a une lutte aussi de trahir ses parents, de tout le conflit identitaire que je vous parlais. Je n'en ai pas parlé profondément, mais il y a un conflit identitaire aussi en tant qu'EPG de vouloir s'émanciper, mais de vouloir aussi sortir, supposons par exemple, d'un petit village à Gaspé, puis de vouloir, il y a une personne que j'avais interviewée, aller à Rimouski, c'est d'aller dans la grande ville. C'est comme les trahir, là, tu sais, ils quittent la famille, le soutien, tu t'occuperas pas de tes nièces, et tout ça. Donc, il y a tout ça. Il y a le fait de trahir le mode de vie que tu es supposé d'avoir, mais bon. Donc, moi, c'est ça que j'ai. Puis, bon, il y a différentes façons comme là, c'est une femme, l'autre répondante, c'est comment ça, une femme aux études, on ne sait pas de sens, encore en 2020. Bon. Moi, j'ai pas comparé, là, mais c'est des réalités que que les jeunes m'ont rencontrées, là, les jeunes adultes. Moi, j'ajouterais que nous accueillons beaucoup d'étudiants qui font des retours aux études, des étudiants assez âgés, au-dessus de 20 ans, assez âgés, vous me comprenez, c'est-à-dire c'est pas un parcours type là, du cégep à l'université. Et la motivation des étudiants de première génération à poursuivre des études à l'université, elle est tellement forte. Ce besoin de se réaliser et ce besoin d'apprendre est une source constante de motivation malgré les embûches, les difficultés qu'ils ont à traverser avec tout ce que Sophie ou avec ce que Chanoussa, tu as soulevé. Là. Et ça, ben, pour nous, on a capitalisé là-dessus. On a voulu valoriser cet aspect-là. Puis, je pense que c'est un angle sur lequel là, il faut pas oublier de travailler parce que il faut toujours partir du potentiel des gens. À partir du moment où les gens ont le désir d'apprendre et ils veulent vraiment se réaliser, ben, il faut leur donner toutes les possibilités de le faire. Et ça, pour nous, c'est un angle sur lequel on travaille en Abitibi. Merci. Anne, est-ce que tu souhaites ajouter ou ça va? Bien, en fait, je regardais pour le deuxième volet de la question.
je pense que on essayait de voir s'il y avait des différences entre le milieu régional et les milieux urbains. Pourrais-tu peut-être répéter la question, Karine, pour ce volet-là? Oui, certainement. Ben, en fait, c'était de voir si vous observez des différences dans les profils ou les réalités vécues par les étudiants de première génération qui sont dans les régions et ceux qui sont plus dans les milieux urbains. Si vous avez exploré ça, soit dans une recension d'écrit ou autre, là. Ben là-dessus, je peux juste répondre que est-ce que les caractéristiques sont les mêmes dans les régions que dans les milieux urbains? Je pourrais penser que oui, sauf que la proportion, selon le portrait socio-éducationnel qu'on avait réalisé, qui avait été réalisé à la phase 1, la proportion des EPG, elle est beaucoup moins forte, moins grande dans les centres urbains que dans les régions. Là-dessus, peut-être, Sophie, si tu as quelque chose de plus précis pour compléter. Oui, ben le portrait sur l'ensemble du Québec, c'est certain que les régions, la région de Montréal, par exemple, Laval, Capitale-Nationale, les proportions d'étudiants de première génération à l'université sont moins grandes. Mais comme on disait tout à l'heure, je pense que tout un jeune qui est issu d'une famille moins scolarisée a probablement les mêmes enjeux d'une région à l'autre, mais c'est vraiment ses opportunités qui ne sont pas les mêmes, son environnement. Donc, la question de trahir la famille, par exemple, ou abandonner mon village, ben, à Montréal, ce n'est pas des enjeux qui se posent. Fait que c'est plus au niveau de l'environnement qu'il y a des distinctions à faire, je dirais. Il y aurait peut-être aussi auprès des étudiants issus de familles immigrantes, on avait soulevé cet aspect-là. C'est vrai, parce que les étudiants. familles immigrantes, la valorisation des études supérieures est plus forte, même si eux-mêmes n'ont pas fait d'études collégiales ou universitaires. Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins chez les familles québécoises ou qui ont évolué ici depuis plusieurs générations. Donc, les immigrants récents vont avoir tendance à voir les études supérieures comme vraiment une option d'intégration pour leurs jeunes, fait qu'ils vont le valoriser davantage. Merci beaucoup pour cette réponse complémentaire et fort éclairante. Je vous adresse une autre question à tous aussi. Pensez-vous que les outils présentés aujourd'hui peuvent s'appliquer aux jeunes EPG qui pourraient être intéressés par les cycles supérieurs, donc maîtrise, doctorat? Est-ce qu'il y a un modèle qui pourrait être reproduit ou est-ce que, bon, c'est comme les réalités sont différentes? Oui, Chanoussa. Ben moi, je veux juste dire qu'on pensait à ça aussi, tu sais, nos diplômés d'études supérieures, on en a souvent parlé qu'il faut les utiliser comme modèle signifiant pour les étudiants deuxième, troisième cycle. Là. Ça, c'est quelque chose là, c'est une avenue qu'il faut voir. Là. Mais c'est sûr que ça pourrait s'appliquer là, certainement par différentes formes. Là. Mais les modèles qu'on a déjà, oui, tu sais, déjà d'inviter des personnes qui ont fait des deuxième, troisième cycles, mais pas celui, tu sais, qui est né que leurs parents ont tous les deux un doctorat, là. Quelqu'un qui a passé par des parcours différents pour aller au deuxième, troisième cycle, puis d'aller faire des conférences ou venir parler à un groupe au baccalauréat, etc. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement aussi dire je suis EPG, mais il est autre chose aussi, tu sais, puis venir en parler, là, il peut étoffer ça. Donc, oui, certainement, ça, c'est vraiment une avenue, même que le corps trouvait importante. Oui, puis rajouter, Chanoussa, les enseignants, lorsque nous, on a fait la diffusion de notre référentiel d'accompagnement au projet d'études, on parlait de cet aspect-là de modèle signifiant et on disait aux enseignants, et là, souvent, les enseignants réagissaient. Moi, je suis EPG. C'est étonnant de voir que les gens, lorsqu'on leur permet de se reconnaître comme étudiants de première génération, ils s'en sont fiers, mais ils sont contents de le dire. Et on leur dit, bien, vous pouvez être des modèles signifiants pour vos étudiants et n'hésitez pas à vous présenter sous cet angle-là aussi. Là. Que les enseignants aussi sont des alliés.
Peut-être juste ajouter que, tu sais, quand on a fait le portrait, encore une fois, on voit que les étudiants de première génération ont moins tendance à poursuivre aux études de cycle supérieur à l'université. Donc, c'est vrai que les modèles signifiants au deuxième ou au troisième cycle sont pertinents, puis sont pertinents aussi au cégep, dans une démarche interordre, d'intégrer aussi des étudiants en maîtrise, doctorat, qui vont venir parler de leur expérience, de ce qu'ils vivent, d'organiser aussi des projets, des expérimentations, des projets en collaboration avec des étudiants de cycle supérieur dans les cégeps, dans les classes. C'est aussi des bonnes pratiques là, pour, encore là, comme on disait, allumer l'étincelle vers une formation de cycle supérieur. Ce que je veux rajouter à ce point-là, c'est que dans nos mentors, là, on a des gens des cycles deuxième, troisième cycle et on a des gars, des filles, des gars en sciences qui donnent leur nom pour accompagner un jeune en génie. On a plusieurs personnes en travail social, en enseignement, etc. Mais c'est le fun d'avoir des gars en mathématiques, en génie, en bio, puis des jeunes filles aussi qui veulent soutenir. Ils disent, j'aurais aimé ça que ça existe dans mon temps, puis ils vont accompagner bénévolement un étudiant au cégep. Là. Donc, oui, c'est vraiment... C'est fou comment les jeunes à l'université veulent aider, puis ils sont là pour leur père. Je vais juste dire ça, moi je l'ai vu, là, puis ouais, vraiment, là, à l'UQAR, c'est impressionnant. Est-ce qu'une autre personne veut compléter? Non, ça va? Parfait. Une autre question, dans le contexte de la pandémie actuelle que nous vivons tous, différents enjeux personnels et familiaux ont eu de grands impacts sur la persévérance aux études supérieures. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Qu'est-ce que vous observez présentement? Grande question, grande réponse. Dans mon cas, j'interviens directement auprès des étudiants et je peux vous dire qu'il y a plusieurs défis et on en découvre à chaque jour. Actuellement, un des défis importants, c'est la charge. En fait, les étudiants ont poursuivi leur projet d'études avec la même charge que s'ils étaient en présentiel. Et on connaît les défis là, de la formation à distance et ça, c'est venu amplifier vraiment les défis des étudiants. Évidemment, la motivation. On travaille beaucoup à les garder motivés et à susciter une motivation de poursuivre aussi à la prochaine session en hiver qui, on le sait, sera aussi à distance. Les défis sont nombreux. Il y a tellement d'angles sur lesquels il faut travailler. Là, il n'y aurait pas une seule réponse. Je peux vous dire, c'est vraiment multifactoriel. En tout cas, de ce que je peux vivre au quotidien. Je pourrais peut-être aussi vous amener l'information comme quoi, du moins, le groupe de recherche ECOB a réalisé plusieurs enquêtes avant et actuellement sont en train de faire des temps d'eux auprès des jeunes qui sont dans la situation. Entre autres, hier, on avait accès à une présentation de Benjamin Gallet, tout concernant la question de l'anxiété puis de la détresse psychologique chez nos jeunes, tant au secondaire qu'au collège qu'à l'université. Et en tout cas, si vous avez plus d'informations, peut-être simplement interpeller là, Benjamin là, au groupe de recherche ECOB. Il y a des données qui commencent à sortir justement en lien avec ces jeunes-là avant et pendant la pandémie. Là, mais les défis sont nombreux pour tout le monde. Peut-être par rapport au portrait qu'on a fait, encore une fois, il faut se rappeler que les étudiants de première génération à l'université sont plus nombreux à être parents, à travailler aussi durant leurs études et à faire un retour, comme Linda le disait, à faire un retour aux études. Donc, ces aspects-là, dans un contexte de pandémie, évidemment, avec les études à distance, combiner ça avec les enfants qui ne sont pas à l'école ou qui sont à l'école. Donc, ils vivent tous ces enjeux-là que peut-être les étudiants qui ont un cheminement plus traditionnel sont un petit peu plus préservés de ces défis-là. Puis l'autre défi aussi qui est majeur, c'est la question du numérique en éducation. Donc, puis pourquoi on l'a mis dans la problématique de départ, c'est qu'on sait que
les jeunes qui évoluent dans des milieux moins scolarisés ont un contact moins diversifié avec le numérique. Donc, leur rapport au numérique est beaucoup plus axé sur « j'utilise mon téléphone pour texter » ou pour le volet plus social, et beaucoup moins dans un contexte d'apprentissage. Donc, le développement de leur capacité à apprendre avec le numérique est moins, disons qu'ils sont moins dans cet environnement-là que des jeunes issus de milieux scolarisés qui vont rapidement accompagner leur enfant puis leurs jeunes à développer ces habiletés-là d'apprentissage avec le numérique. Donc, plus on va vers une école numérique, plus nos jeunes issus de milieux moins scolarisés, encore une fois, vont être un peu désavantagés parce qu'ils sont moins dans ces contextes-là tout au long de leur cheminement. Donc là aussi, il y a une zone de risque ou un drapeau, disons, à lever, surveiller. Un exemple bien concret dans le cadre du projet chez nous, de parler d'aspiration scolaire et professionnelle, c'était de rendre accessible le rêve d'aller à l'université, de dédramatiser puis de rendre concret ce rêve-là. Puis une des activités qu'on faisait dans le cadre de notre projet, c'est d'amener les étudiants qui étaient accompagnés, faire une visite guidée de l'université, puis de choisir des programmes qui les intéresseraient. Bien, avec la pandémie, ce n'est pas possible. Donc, ça fait qu'accentuer, je dirais, là, des éléments dont Sophie parlait. Juste un petit mot, nous, à Rimouski, hein, le mot d'ordre avec la pandémie, c'est adaptation. Donc, on essaie d'adapter le programme de mentorat pour qu'il se fasse en ligne, qu'il peut se parler en ligne. Mais ce qu'on voit, c'est que là, on travaillait avec des personnes qui avaient été dans des programmes personnalisés, la deuxième fois, 50% des échecs. Eux, on les a perdus, là. Là, maintenant, les besoins, c'est des gens qui veulent terminer leur cours pour avoir un soutien. Donc, c'est une autre clientèle qui sont plus anxieux et tout ça, qui sont identifiés par la direction des services, puis qui s'y acceptent d'avoir un mentor, puis ils vont travailler avec un mentor. On va les appeler étudiants ressources, étant donné que là, ça va être en ligne. Et les étudiants ressources de l'université, ben ça va être pour jaser, ventiler, se donner des trucs pour travailler en ligne, puis se motiver. Donc, on s'adapte. Puis c'est le fun parce que le programme de mentorat, vu qu'il n'est pas disciplinaire et pas formel, ça se fait plus de manière informelle, les rencontres, bien, ça fonctionne. Fait que là, vous allez avoir des nouvelles. Là, on tente ça pour l'hiver. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 12:02, alors je vais me permettre de conclure sur ces questions et échanges fort intéressants. On pourrait continuer à en discuter encore pour quelques heures, j'en suis certaine. Donc, en fait, j'aimerais vous remercier tous d'avoir été présents à ce webinaire du CAPRES. Je remercie nos panélistes, Sophie Duchesne, Linda Lavoie, Anne Gauthier, Chanoussa Aubin-Hort et Pascal Lévesque. Je remercie aussi tous les participants qui ont assisté et participé à ce webinaire en posant des questions, entre autres. Et je vous indique pour les participants que vous recevrez sous peu un questionnaire d'évaluation du webinaire. Donc, je vous remercie de prendre quelques minutes pour le remplir. Ça nous aide à nous améliorer et à améliorer nos prochaines activités, bien entendu. Et enfin, je vous mentionne une nouvelle fois que le webinaire a été enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation des panélistes, sur le site du CAPRES. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée, à l'avance de joyeuses fêtes aussi, de fin d'année, et je vous remercie encore pour votre participation aujourd'hui. Merci. Les panélistes, je vous invite à rester en ligne, s'il vous plaît. On va attendre que les gens se déconnectent et on pourra prendre juste quelques minutes pour